peu ce sentiment qui anime depuis quelques jours les membres du gouvernement qui rendent compte de leur gestion un an après l'installation du gouvernement Redevabilité. C'est également ce magazine que vous avez accepté de recevoir dans vos maisons. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous parlons du plan, un sujet à un mot, mais plusieurs orientations, notamment la planification, projet de développement et budget d'investissement, le climat des affaires, promotion des investissements et bonne gouvernance, et enfin la coopération internationale, des missions assignées donc au ministère du plan que dirige Christian Mwando-Timba, qui est notre invité ce soir. Messieurs le ministre d'État, vous pouvez déjà venir sur ce plateau. Christian Mwando-Timba, bienvenue Messieurs le ministre d'État. Merci. Prenez place. Merci. Madame et Messieurs, encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue à ce magazine Redevabilité qui reçoit ce soir le ministre d'État au plan Christian Mwando-Timba. C'est lui donc qui a la charge de la planification, projet de développement et budget d'investissement. Il va d'entrée de jeu nous expliquer un tout petit peu toutes ces missions. Monsieur le ministre d'État, quelles sont les missions assignées à votre ministère et un an après l'installation du gouvernement, qu'est-ce que vous avez pu réaliser ? Merci beaucoup pour la question. Le ministère du Plan est un ministère transversal parce qu'il s'occupe un peu de plusieurs secteurs, mais c'est un ministère beaucoup plus qui accompagne le gouvernement et qui trace le chemin. Sans entrer dans les détails, parce que la matière est tellement vaste, je voudrais donner 4 axes sur lesquels le ministère du Plan travaille essentiellement, ses missions. Le premier axe est l'axe le plus important. Le ministère du Plan a comme attribution la planification de la politique de développement de la République démocratique du Congo. Vous comprenez déjà que c'est déjà pas mal. Et dans cette planification de la République démocratique du Congo, le ministère du Plan fait aussi la programmation de tout ce qui peut être fait comme action pour le développement. Et dans ce sens, le gouvernement a 3 documents majeurs. C'est le plan national stratégique de développement qui a été fixé pour l'horizon 2019-2023, c'est un plan de 5 ans, qui fixe l'orientation générale pour les objectifs de l'émergence de la RDC à l'horizon 2030. Vous avez le deuxième document qui est le document gouvernemental, c'est le plan d'action du gouvernement, qu'on appelle PAG 2021-2023. C'est le plan d'action, le plan que le Premier ministre a présenté à l'Assemblée nationale et sur lequel le gouvernement a été investi. Ce plan d'action a été fait sous l'égide du Premier ministre avec la collaboration du ministère du Plan selon ses attributions. Et puis, il y a le 3e document qui est le document de référence, j'espère, sur lequel nous allons revenir. C'est le plan de développement local des 145 territoires qui est le dernier de la génération, pour lequel le chef de l'État nous avait instruit de faire quelque chose de spécifique pour les développements de territoires. Voilà les 3 documents programmatiques sur lesquels le ministère du Plan, en termes de réalisation, est impliqué dans la réalisation du plan d'action du gouvernement 2021-2023 et dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan de développement local des 145 territoires. Premier axe donc pour le ministère du Plan. Deuxième axe, le ministère du Plan est chargé de faire les études et d'évaluer les moyens humains, matériels et financiers à mettre en œuvre et qui sont nécessaires pour la réussite du plan de développement. Et dans ce cadre-là, le ministère du Plan donc a l'obligation, de faire les statistiques nécessaires, parce que ce sont les études qui contribuent, parce qu'on doit savoir combien nous sommes, quel est le taux de fécondité, quelles sont les maladies essentielles, quelles sont les entreprises qui existent, ainsi de suite, parce que c'est sur base de cela qu'on peut estimer quelles sont les actions qui peuvent être menées et où. Et dans ce même cadre, nous avons les observatoires comme l'OCDD qui est là-dedans, et nous avons également les services nationaux de renforcement des capacités. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est l'axe de la promotion des investissements publics et privés.
le ministre du Plan est en charge, a comme attribution, parmi les attributions principales, de promouvoir les investissements. Vous savez très bien que dans aucun pays au monde, l'évolution, l'emploi, la richesse ne peut se faire sans investissement. Et cette grande responsabilité est dévolue au ministère du Plan. C'est pour ça que le ministère du Plan a la tutelle de l'Agence nationale de promotion des investissements et l'initiative de la transparence des industries extractives ITIE, qui nous aide, qui nous accompagne pour justement promouvoir les investissements locaux. Donc, les organes techniques donc. Les organes techniques. Et avec ces deux agences, nous avons finalisé la feuille de route en termes de réalisation pour améliorer la position de notre pays dans le doing business. Nous pourrons y revenir. Et avec l'ITIE, nous avons repris la redynamisation de l'ITIE et nous avons publié tous les contrats qui étaient cachés de manière à avoir un niveau de transparence acceptable au niveau international. Et le dernier point, et pas le moindre, c'est la coordination de l'aide au développement. Le ministère du Plan est en charge de la coordination de l'aide au développement parce qu'évidemment, comme il est chargé de la planification du développement, l'aide au développement est sous la responsabilité, la mobilisation des renforcements financiers en matière d'aide au développement est sous la responsabilité du ministère du Plan. Et c'est dans ces conditions que le ministre du Plan a pu être partenaire, coprésident du partenariat mondial pour le développement et nous avons mené beaucoup d'autres actions, notamment pour le Fonds de consolidation de la paix, notamment pour l'élaboration de la politique nationale de l'aide. Voilà un peu de cette manière que je peux planter les décors en restant à votre disposition pour la suite. Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État. Nous allons à présent entrer dans le détail de ce que vous avez déjà donné comme ébauche. On va prendre la toute première grande question qui est donc celle du développement local de 145 territoires. Les sujets pratiquement dans tous les salons depuis l'annonce par le président de la République. Vous avez la charge de planifier ce projet, monsieur le ministre. En détail, comment est-ce que cela se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris des garanties pour que ce projet soit mené à bien et qu'on arrive à terme au profit de la population? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Bien sûr. Donc, l'étape de la planification en ce qui concerne le PDL 145 est terminée. Maintenant, nous sommes dans la phase d'exécution. Dans la phase d'exécution, le gouvernement a pris par mon intermédiaire, avec l'accord du chef du gouvernement, le Premier ministre Sama Lukonde, nous avons signé les accords avec les agences d'exécution. Parce que ce sont les agences d'exécution qui vont exécuter, si je peux me permettre la redondance, ce programme. Et dans ce cadre-là, nous avons signé les protocoles d'accord avec un plan de décaissement, un plan de financement et un chronogramme pour arriver à terme. Et dans le cadre du plan de décaissement, nous avons le premier décaissement qui a été prévu pour le premier trimestre qui a été fait et nous sommes en cours pour le décaissement du deuxième trimestre. Dans le décaissement du premier trimestre qui a été fait sur les fonds de DTS, qui vont aller jusqu'à 511 millions de dollars américains, nous avons l'obligation de nous appesantir sur les hôpitaux, les centres de santé et les hôpitaux, sur l'éducation et sur les bâtiments administratifs. Mais en parallèle, étant donné que nous sommes en saison sèche et que c'est une priorité absolue pour la réalisation de ce programme ou la réussite de ce programme, nous avons fait un deuxième plan de décaissement qui sera pris en charge par le Trésor public qui concerne les routes de desserte agricole. Parce que vous savez que sur la plus grande partie de notre territoire national, ça sera la saison sèche qui est la période propice pour faire ces routes-là. Donc, si nous comptons les montants qui sont mis en œuvre par le fonds DTS avec le FMI et ce que nous prévoyons pour les routes de desserte agricole, nous allons arriver d'ici juillet à un horizon de décaissement de plus ou moins 750 millions de dollars américains, qui est déjà la moitié du programme. Ce faisant, nous pensons qu'à partir du mois de novembre-décembre, nous aurons les premiers livrables avec les agences d'exécution. D'autre part, nous avons nos ministères sectoriels qui ont des régies.
et ces régies qui ne demandent pas de longues procédures de passation de marché ont été aussi responsabilisées pour un certain nombre de territoires pour commencer les travaux. Et là, nous aurons les livrables en termes d'eau hydraulique rurale, en termes de centres de santé et de l'éducation, nous aurons des livrables d'ici le mois d'août. Voilà. Donc voilà les 2 étapes sur lesquelles nous sommes et le programme est bien lancé et nous pensons sincèrement que ce programme va bien aboutir. Mais nous sommes confrontés à une chose qui est importante. Laquelle? C'est l'impatience de la population. La population est très impatiente pour voir ce programme, mais nous voulons faire les choses lentement, mais pas trop lentement, en tout cas en ordre comme il faut, dans les délais, de manière à ce que les choses soient bien faites et que, pour une fois, au moins, que la population ait véritablement le résultat attendu et la population peut faire confiance au chef de l'État pour que ces résultats soient livrés en temps utile. Monsieur le ministre, puisque vous parlez de la population, vous avez la planification dans vos attributions. On est certain et sûr que vous avez planifié sous plusieurs angles. Aujourd'hui, vous le savez mieux que nous, que le pays est confronté à de maux tels que la corruption et autres. Quelles dispositions avez-vous prises pour essayer d'encadrer un tout petit peu ce processus de décaissement pour que dans l'avenir, qu'on ne dise pas que le projet a été un échec parce que voilà, on n'a pas mis en place de dispositifs pour essayer de bloquer le système de corruption, par exemple? En tout cas, c'est une très bonne question, c'est une excellente question. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons opté de faire exécuter le programme par les agences d'exécution que directement par le gouvernement lui-même. Parce qu'on ne voudrait pas qu'à un certain moment, nous soyons nous-mêmes jugés partis. Nous avons des agences qui ont fait preuve de transparence à travers les contrôles et les audits internationaux. Nous avons le BCECO qui a été restructuré et remis à jour. Nous avons le CFF qui est la cellule qui gère les fonds pour les États fragiles, donc que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international utilisent régulièrement pour financer les projets en République démocratique du Congo. Donc ça veut dire que ce sont des agences qui ont déjà fait leurs preuves au niveau international. Et nous avons le programme des Nations Unies pour le développement. C'est-à-dire, c'est une agence des Nations Unies qui va faire le travail avec nous ici. Pour nous, ce sont des garanties suffisantes où l'État, en tant que tel, n'aura pas à intervenir dans la gestion. Mais l'État devient un agent qui spécifie ce qu'il veut, qui donne les instructions, les orientations générales, mais l'État ne lance pas les appels d'offres, l'État n'intervient pas directement dans la gestion fiduciaire, mais l'État contrôle et reçoit les résultats. Je pense que ça a été difficile de le faire admettre, mais c'est une mesure aussi prudentielle. Et entre-temps, c'est vrai que nous avons demandé, nous avons exigé de ces différentes agences de travailler parce qu'elles vont être plus au niveau de la gestion des fonds, mais n'ont pas le personnel pour exécuter les travaux. Donc ces agences vont certainement, nous leur avons exigé de sous-traiter les entreprises locales. Ils vont lancer les appels d'offres. Ce n'est plus l'État qui va lancer les appels d'offres dans ce cadre. Ce sont les agences qui vont lancer les appels d'offres, qui vont recruter, mais ces agences seront responsables vis-à-vis de l'État congolais. Donc, parce que nous avons en même temps la responsabilité du relèvement de l'économie locale. Donc, exactement, et de la protection de la main-d'œuvre, parce que c'est aussi un petit souci, monsieur le ministre. On se dit, il y a plusieurs petites entreprises qui se disent que, bon voilà, avec ces agences, ça risque d'être difficile de négocier certains contrats. Pourtant, vous avez également la promotion des investissements locaux. Comment est-ce que ça va se passer? Bien entendu, nous avons quand même exigé qu'il y ait quand même la prise en main ou l'utilisation des entreprises locales. Mais ça nécessite que ces entreprises locales se préparent. Soient encadrées aussi. Soient encadrées et se préparent et que se mettent à niveau. Nous avons en même temps, parce qu'une des composantes aussi de ce programme, c'est le renforcement des capacités locales. Donc, il y a cet aspect. Nous avons donc 2 contraintes. D'une part, la contrainte du résultat. D'autre part,
la contrainte d'utilisation aussi du personnel et des entreprises locales et leur renforcement de capacité. Parce que, disons les choses telles qu'elles sont, en réalité, beaucoup de nos entreprises ne sont pas à niveau. Hein. Nous sommes parfois butés à des difficultés. Vous utilisez certaines entreprises qui prennent l'argent, qui bouffent l'argent et puis ne terminent pas les travaux. Donc, toutes ces précautions doivent être prises, mais c'est un équilibre délicat, mais nous sommes obligés de le faire parce que notre population doit trouver aussi du travail et un financement à travers le programme qui doit être mis en œuvre. Un équilibre délicat, vous venez de le dire, donc vous n'avez pas le choix, il faut oser parce que la population attend les résultats, comme vous venez de le dire, Monsieur le Ministre. On va prendre le deuxième axe, qui est donc le climat des affaires, promotion des investissements et bonne gouvernance. Qu'est-ce qui a été fait en termes de climat des affaires, par exemple? J'ai envie de vous poser une question que se pose le commun mortel, un peu comme dans la rue. Monsieur le Ministre, comment se porte le climat des affaires? Dans quel état se trouve l'environnement des affaires en République démocratique du Congo? Si je dis que l'environnement des affaires est très bon, je mentirais. Je dirais qu'il y a des efforts à faire. Nous avons trouvé un environnement des affaires mitigé et il y a une feuille de route sectorielle et qui est suivie par le chef de l'État lui-même avec des échéances données à chaque ministre pour des actions à mener dans chaque secteur. Ces actions ont été menées. Nous avons eu la première évaluation qui a été faite par le chef de l'État lui-même, avec les ministres qu'on appelle les ministres réformateurs, parce qu'il y a 16 ministres réformateurs qui doivent faire des réformes dans leurs secteurs respectifs. Le premier résultat, qui n'a pas beaucoup enchanté le chef de l'État, n'a pas été très bon, parce que nous sommes arrivés plus ou moins à 56% de taux de réalisation à fin décembre. Et le chef de l'État nous a demandé de faire plus d'efforts, parce que maintenant, je crois qu'il va commencer à sanctionner. Et il nous a donné jusqu'à juin pour que les réformes prévues pour chacun, selon le timing qui a été prévu, parce que c'est un chronogramme qui a un timing précis, soient exécutées. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même des avancées. La preuve, en tant que ministre du Plan, je suis en charge du Code des investissements. Je peux vous dire aujourd'hui que depuis que je suis ministre du Plan, j'ai signé plus ou moins 112 entreprises pour l'admission au Code des investissements. Donc le Code des investissements qui donne notamment les facilités fiscales, les facilités pour l'implantation des nouvelles entreprises. J'en ai signé 112 et pour une valeur de 3 milliards 416 millions de dollars américains. Donc, en cours aujourd'hui, nous avons des investissements qui dépassent les 3 milliards, en tout cas pour le secteur, le secteur privé et les opérateurs qui ont recouru au taux des investissements. Donc, pour moi, c'est un bon signe. Et moi, j'ai toujours dit, et je le répète à mes amis, aux collègues, à toutes les institutions étatiques, que nos premiers ambassadeurs en matière de climat des affaires et des investissements, ce sont les opérateurs locaux. Tant que les opérateurs locaux seront contents, ils vont se prononcer vis-à-vis des autres qui veulent venir. Mais si nous maltraitons déjà nos opérateurs locaux, nous ne serons pas en mesure de le faire. Donc, il y a tout un schéma qui est fait sur la baisse de la pression fiscale, la diminution du nombre de taxes. Tous ces travaux sont en cours de réalisation et j'en profite au passage pour féliciter le ministre des Finances qui, par rapport aux assignations, vous le voyez tous les jours aujourd'hui à l'Assemblée nationale, pour présenter de nouveaux projets de loi, pour faire ratifier des accords que nous avons signés et qui traînent dans les tiroirs depuis des dizaines d'années. C'est tout ça, c'est pour contribuer à améliorer le climat des affaires. Moi-même, comme je suis en charge du partenariat public-privé, nous avons fait signer le décret pour les mesures d'application du partenariat public-privé et bientôt, il sera nommé les animateurs qui doivent piloter le partenariat public-privé parce qu'il fait partie d'un secteur important pour les affaires en République démocratique du Congo. Parce que lorsque quelqu'un contracte avec l'État,
il doit avoir les assurances que l'État respectera sa parole. Voilà un peu ce qui est fait jusqu'à ce niveau. Monsieur le ministre, je reste sur l'un de vos derniers mots, partenariat public-privé. Vous en avez la charge. On va rester sur cette question un tout petit peu du climat des affaires. On a l'impression, en tout cas le commun de mortel, on a l'impression que vous fournissez des efforts, mais l'administration, les efforts bien sûr pour mettre en place des réformes et autres, mais l'administration ne sait pas suivre à la même vitesse pour exécuter ces réformes, mettre en œuvre ces réformes. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour que cette fois, les réformes qui seront donc mises en place par le gouvernement soient mises en application par l'administration qui, si je peux me répéter, est obligée de l'appliquer pour assainir l'environnement des affaires? Mais vous faites très bien de poser cette question parce que c'est une question qui nous préoccupe beaucoup. Mais je dirais peut-être pour vous répondre que l'État ne se plaint pas. L'État agit. Je ne peux pas, de manière responsable, en tant que ministre, venir ici me plaindre de ma propre administration. Donc, en réalité, il est question, lorsque l'administration résiste, de sanctionner. Et c'est une occasion de mettre en garde tous ceux qui résistent au changement. Parce que, je vais vous donner par exemple un exemple simple. Aujourd'hui, l'administration résiste beaucoup à tout ce qui est guichet unique, tout ce qui est informatisation, numérisation. Parce que le système manuel permet justement la manipulation des chiffres et permet également la corruption. Donc, lorsqu'on centralise, lorsqu'il y a la transparence, lorsqu'on a des guichets uniques qui nécessitent les échanges d'informations, beaucoup de membres de l'administration résistent ou bloquent la machine pour continuer dans un système où chacun agit dans son coin. Mais cela ne peut pas se poursuivre parce que tous les ministres sectoriels, ils ont des échéances et ils ont la possibilité, ils ont la responsabilité de sanctionner les administratifs qui ne font pas. Et ils doivent lever les obstacles. C'est une question de responsabilité parce qu'on ne peut pas admettre que des gens, pour servir leurs mauvaises habitudes, bloquent la bonne marche de développement de la République. Parce que parfois, il suffit que certains investissements n'aboutissent pas, que pour que nos jeunes gens qui quittent les universités et qui devaient trouver un travail quelque part ne puissent pas le trouver du fait que les entreprises n'arrivent pas à investir dans notre pays. Et ça, je crois que notre gouvernement ne saurait l'admettre. Le Premier ministre a été très ferme là-dessus et nous suivons. Et à chaque évaluation, chaque ministre est obligé de dire au chef de l'État et au Premier ministre quels sont les obstacles qu'il rencontre, de manière à ce que les actions nécessaires soient entreprises, y compris contre les agents de l'administration qui s'avèrent être des obstacles. Monsieur le ministre, nous allons attendre ces sanctions, en tout cas, parce que ça fait plusieurs années qu'on parle de cette question du climat des affaires, avec des réformes qui sont entreprises presque chaque année, avec des difficultés de réalisation. On va parler cette fois de la promotion des investissements, monsieur le ministre. Dernièrement, vous avez vu dans plusieurs pays, à Dubaï, avec l'ANAPI et d'autres structures. Quelle est l'idée? C'est quoi l'idée derrière tout ce déplacement? La question des investissements, c'est d'abord présenter les potentiels de notre pays, présenter l'état de l'évolution des réformes que nous sommes en train de faire et inviter les entreprises qui sont intéressées à venir investir au Congo et à les accompagner. Notre mission, c'est accompagner notamment ces entreprises-là. Donc, quand nous allons à Dubaï, nous faisons des forums avec les opérateurs locaux. Nous sommes, le DG de l'ANAPI a été en Allemagne, il est actuellement en Afrique du Sud. C'est pour vendre notre pays et c'est notre responsabilité. Et pour vendre notre pays, comme je l'ai dit, il faut aussi, parce que un jour, il y a quelqu'un qui nous a posé la question avec le ministre, avec le DG de l'ANAPI. Il nous a dit, mais pourquoi les gens ne viennent pas beaucoup chez vous alors que vous avez tout ce potentiel? Et il nous a dit, et nous sommes conscients de cela, faites un effort, votre pays c'est un paradis, mais faites les réformes nécessaires au niveau de l'administration, au niveau de la législation, et nous viendrons. Et
Maintenant, les réformes sont en cours et les gens sont en train de venir. Et depuis un temps, on a senti le président de la République lui-même très déterminé exactement à vous accompagner, vous qui travaillez sur le plan technique pour justement cette question de promotion des investissements. Est-ce que comment je peux dire, cette volonté du président de la République a ajouté quelque chose dans le travail que vous faites au quotidien? Bien sûr, il faut considérer que souvent, nous passons pour consolider. Le président de la République ouvre le chemin. Il parle au niveau étatique. Et nous allons faire des compléments au niveau maintenant concret avec les entreprises privées et parfois des entreprises étatiques. Donc, tous les pays où nous sommes passés, vous verrez que c'est le chef de l'État qui nous a précédés et qui nous envoie par la suite pour concrétiser au niveau des opérateurs ce qui a été échangé au sommet de l'État. Donc, vraiment, le travail qu'il est en train de faire est un travail tout à fait impressionnant. Nous prenons le dernier virage de ce magazine. Nous allons cette fois parler de la coopération multilatérale et bilatérale. Monsieur le ministre, ça fait partie également de vos missions. Qu'est-ce que vous avez fait en ce terme pendant les 12 derniers mois? Le ministre du Plan, ou le ministère du Plan, a en charge la coordination de la mobilisation de ressources de l'aide au développement. Donc, tout ce qui concerne l'aide au développement est de notre compétence. Nous avons d'abord mis en place finalisé la politique nationale de l'aide, parce que notre pays n'avait pas une véritable politique nationale de l'aide qui doit être la référence pour tous ceux qui veulent aider la République démocratique du Congo. Les principales innovations sont contenues normalement dans cette politique, dont on peut vous livrer éventuellement une copie, mais c'est notamment la responsabilité des personnes qui veulent nous aider, d'abord de s'aligner dans notre plan national stratégique de développement. Parce que nous avons constaté que la plupart des fois, les donateurs viennent et déterminent eux-mêmes les secteurs dans lesquels ils veulent intervenir. Et donc, nous avons finalisé cela et nous avons débattu avec les partenaires au développement qui sont globalement d'accord avec nous et que maintenant, nous avons le PNSD, nous avons le PAG, nous avons le PDL 145 et nous considérons que nos partenaires doivent s'intégrer, doivent choisir même un secteur dans ce que nous avons donné comme plan d'action et comme programme. De deux, personnellement, je suis coprésident du partenariat mondial et j'ai été à Busan dans ce cadre-là avec les partenaires, le coprésident qui est un ministre de la coopération en Suisse. Et nous sommes en train d'amener le monde entier à s'aligner dans les politiques de développement, surtout des pays qui reçoivent. Parce que quand on reçoit, vous voyez par exemple dans le cadre de notre pays, quand je fais le point, toutes les organisations non gouvernementales sont à l'est du pays. Vous avez des centaines de milliers d'organisations non gouvernementales à l'est du pays, tandis qu'à l'ouest, il n'y a pratiquement aucune organisation non gouvernementale. Est-ce que s'agit-il de la beauté du climat, des infrastructures qui sont un peu améliorées? Mais je pense que c'est notre responsabilité de pouvoir déterminer une partie de ces ONG de venir aussi, de remplir l'ensemble du pays selon les priorités qui sont fixées par le gouvernement. Justement, monsieur le ministre, c'est nous qui recevons ces ONG. C'est à nous peut-être de leur dire où ils doivent s'implanter. Bien sûr, ils ont leur plan également, mais s'ils imposent comme ça, là on remarque par exemple que le côté l'ouest du pays est pratiquement abandonné, il n'y a aucune organisation, on ne pose pas de questions sur les intérêts peut-être entre guillemets cachés de ces organisations. Bon, c'est notre responsabilité en tant que gouvernement. Je vous dis, parmi les réalisations, c'est à ça que nous sommes en train de nous atteler, parce que justement, les partenaires considéraient que comme nous n'avions pas une politique claire sur l'aide, ils avaient le choix à faire. Maintenant que nous avons une politique nationale de l'aide, eh ben, ils doivent se référer à notre politique nationale, le document que nous allons contresigner avec eux,
pour pouvoir agir sous notre couvert. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est vrai aussi qu'il y a d'autres actions que nous avons menées, notamment avec les Nations Unies pour le Fonds de consolidation de la paix au Kasaï, dans le Tanganyika, au Nord Kivu, et qui sont des éléments porteurs. Aujourd'hui, dans ce même cadre, nous sommes appelés et nous sommes en train de mobiliser les fonds pour le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et stabilisation, qui est le programme qui va aider à stabiliser et à amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ce programme, nous attendons la finalisation du budget qui est en cours, en collaboration avec les partenaires à l'aide, mais nous sommes déjà dans une campagne de sensibilisation parce que la réintégration au niveau communautaire, ce n'est plus la réintégration au niveau de l'armée, parce que je crois que notre pays a décidé, en définitive, qu'il n'est plus question de réintégrer dans l'armée des gens qui ont pris les armes contre la République. Donc, c'est la réintégration sociale des ex-miliciens, des ex-combattants qui se seront rendus volontairement, est une des priorités de la RDC. Et donc, nous mobilisons les fonds parce que lorsque les anciens combattants réussissent leur intégration sociale et réussissent économiquement, ils seront moins enclins à reprendre les armes et ils seront plus poussés à faire revenir leurs collègues qui seraient éventuellement restés de l'autre côté. Donc, de ce côté-là, moi, je suis totalement impliqué comme ministre du Plan pour la mobilisation de fonds pour également le PPDRCS. Et puisque nous parlons de l'Est, Monsieur le ministre, qu'en est-il du retrait progressif de la MONUSCO? Où en sommes-nous? Oui, nous avons discuté avec la MONUSCO sous l'égide du Premier ministre, avec le consentement ou l'autorisation du chef de l'État, pour que nous ayons un plan négocié du retrait progressif et responsable de la MONUSCO. Et nous avons fixé les jalons, la manière dont nous devons faire pour que la République démocratique du Congo reprenne progressivement la place que la MONUSCO a occupée et également les projets qui étaient en cours de réalisation par la MONUSCO. À cet effet, le premier retrait s'est déjà exécuté, c'est le retrait dans la région du Kasaï. La MONUSCO s'est retirée de toute la région du Kasaï. Maintenant, au mois de juin, la MONUSCO va se retirer du Tanganyika et la MONUSCO va rester concentrée au niveau de l'est de la République, donc les zones où il y a des conflits. Et nous envisageons horizon fin 2023-2024 pour le retrait définitif et progressif. Mais, effectivement, en étant responsable, nous évaluons trimestriellement avec la MONUSCO les conditions sécuritaires, les conditions de reprise de l'autorité de l'État dans chaque endroit, les nombres de redditions pour faire une évaluation et faire des reprogrammations nécessaires dans la mesure où nous voulons que ce retrait ne puisse pas non plus déstabiliser les zones qui resteraient plus ou moins fragiles. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous sommes déjà dans la partie conclusive pratiquement de ce magazine. Madame, Messieurs, nous sommes sur ce plateau avec le ministre d'État au Plan, Christian Mouano-Simba. Monsieur le ministre, peut-être une dernière question sur la perspective. Vous nous avez expliqué ce que vous avez fait pendant les 12 mois. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste encore beaucoup à faire. Mais qu'est-ce qui sera Première chose, c'est conduire à terme le plan local de développement des 145 territoires. De tous les avis des partenaires et autres, c'est le meilleur plan qui a été fait depuis l'époque coloniale. Et la réussite de ce plan va marquer un décollage pour la République démocratique du Congo. Deuxième priorité que nous avons aujourd'hui, c'est le travail que nous devons faire sur l'atténuation du choc extérieur qui est dû à la guerre Russie-Ukraine. C'est la responsabilité notamment du ministère du Plan de pouvoir donner les indications des actes à poser pour atténuer. Vous savez que le gouvernement avait réussi à stabiliser la situation économique, que ce soit sur le plan
de l'inflation, que ce soit sur le plan du taux de change, que ce soit sur la hausse des réserves de change. Mais aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, la situation est déstabilisée. Qu'est-ce qu'il faut exactement, monsieur le ministre, pour essayer de pallier à ça? On a apparemment une économie qui ne permet pas de rester debout. Chaque fois qu'il y a une situation à l'extérieur, on tombe droit par terre. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Aujourd'hui, c'est simple. Le Premier ministre a mené des réunions avec l'ensemble des organisations. Et il est clair que nous devons sortir du slogan, mais véritablement encourager la production intérieure. La production intérieure a deux choses, et cela nous a été exposé au comité de conjoncture en présence du Premier ministre. La production, il y a des bassins agricoles qui existent déjà et qui sont bien identifiés par les collègues de l'agriculture et celui de la pêche et l'élevage. Ces bassins agricoles, qui sont des greniers de production, doivent bénéficier du désenclavement et l'ouverture vers les marchés nationaux. C'est parce que notre économie est tellement tournée vers l'extérieur que chaque fois qu'il y a un choc sur l'augmentation des prix extérieurs, nous le subissons à l'intérieur. Il est donc prioritaire, et nous avons reçu les instructions fermes du chef de l'État, que le ministre des ITPR, le ministre du Développement rural, le ministre de la Pêche, le ministre de l'Agriculture se mettent ensemble et, avec l'appui de l'ECOFIN et le comité de conjoncture, définissent de manière claire quelles sont les routes que nous devons prioriser, surtout que maintenant, nous sommes en saison sèche, de manière à ouvrir les bassins de production agricole vers les centres de consommation. Ce travail doit se faire dans les 6 mois et c'est une priorité parmi les perspectives qui se présentent à nous. Bien entendu, le reste, c'est le travail que nous devons continuer. Nous avons le travail du recensement général de l'habitat de la population, parce qu'il n'est pas normal que depuis presque 30 ans, on ne sache pas combien nous sommes. Il est impossible de faire une programmation, une planification, sans même savoir combien nous sommes, sans même savoir où sont situées nos populations, sans même savoir dans quelles conditions sont ces populations. Il n'y a pas une idée précise. C'est vrai que l'année passée, je vous l'ai dit, je pense, avec l'INS, nous avons publié l'annuaire de statistiques de la RDC pour 2020, qui fixe quand même des prévisions, des estimations. Mais nous voulons avoir la confirmation. Donc, le recensement général de la population et de l'habitat est une priorité dans les perspectives que nous sommes. Nous avons fini déjà la mutualisation et les projections. La prochaine étape la prochaine étape, après la cartographie qui doit se faire mutuellement avec les autres, c'est le dénombrement. Et le dénombrement va se faire dès que les moyens seront disponibles et que le calendrier sera adopté par le Conseil des ministres. Mais est-ce que vous avez le budget temps avec vous? Qu'est-ce qui va se passer? Je crois que c'est peut-être la plus grande contrainte que vous avez devant vous, le temps, monsieur le ministre. Est-ce que ça sera fait dans le temps ou le délai? Bon, nous espérons, parce qu'on nous avait dit que ça peut se faire en 18 mois. Ça peut se faire en 18 mois. Mais pour un État, et nous en tant qu'hommes d'État, le temps, c'est vrai, c'est une contrainte. Mais nous devons commencer. On ne peut pas dire que je n'aurai peut-être pas le temps de terminer ce travail-là, alors je ne commence pas, alors l'État ne servirait à rien. Nous avons cette perspective, nous avons cette responsabilité et nous devons l'assumer. Alors, monsieur le ministre, puisque nous parlons de perspective, quand est-ce que la République démocratique du Congo peut espérer, par exemple, avoir un modèle économique pour justement essayer de donner un peu une ligne de conduite à ce qui se passe, parce que derrière ce manque de modèle économique, il y a plusieurs mots. On parle aujourd'hui, dernièrement, vous avez reçu les doléances de la FEC avec les entreprises locales qui se plaignent de tout ce qui est fiscalité surélevée et autres, les taxes et consorts. Quand est-ce que nous aurons un modèle économique à suivre pour essayer de développer le pays? Le modèle économique, est-ce qu'il est absent? Je pense que non, il n'est pas absent. Le modèle économique est là. Est-ce que le modèle économique est appliqué? La question est justement là. Parce que si nous devons aller en profondeur, le problème
Congo de la République démocratique est très profond, dans la mesure où les réformes en cours doivent aboutir pour que le modèle soit véritablement applicable. Je donne un exemple simple. Et parmi les réalisations, peut-être qu'on ne cite pas assez. Le gouvernement Samalou Kondé, depuis fort longtemps, c'est ce gouvernement qui vient d'augmenter les salaires des fonctionnaires de plus ou moins 30%, sans compter la baisse des impôts. Donc, il y a quand même quelque chose qui est fait. C'est peut-être pas l'idéal de ce que tout le monde attendait, mais ça, c'est déjà fait. Il est clair aujourd'hui qu'avec le niveau de rémunération, notamment du fonctionnaire public, il est difficile d'appliquer un certain nombre de choses parce que le fonctionnaire est réticent et démotivé. Le travail que fait mon collègue, le ministre de la fonction publique, notamment le nettoyage des fichiers, l'instruction qui a été donnée par le chef de l'État de la mise à la retraite qui va permettre de réduire le nombre de fonctionnaires et d'augmenter leur niveau de revenus, qui sera complété, comme je vous l'ai dit, par le programme de renforcement de capacité qui a été mis en œuvre par le ministère du Plan. C'est ça qui permettra à terme d'avoir une meilleure visibilité des politiques que nous sommes appliquées et une meilleure application. Mais, comme on dit, pour faire 100 km, il faut commencer par un pas. Et ce pas, nous sommes en train de le faire et je pense que c'est tout à l'honneur de notre gouvernement. Monsieur le ministre d'État, vous avez fait ce pas, il en reste encore certainement 99 et vous avez en face de vous la population, ceux-là qui attendent tout ce pas impatiemment. On attend la réalisation du projet du développement local de 145 territoires et autres. Nous vous donnons l'occasion de parler directement à la population. Qu'est-ce que vous leur direz ? Je dirais à la population tout simplement qu'il faut avoir confiance au gouvernement dans la mesure où le gouvernement a déjà marqué un état d'avancement qui est un état d'avancement respectable et que, avec le temps qui reste, il faut que la population reprenne foi et que la population sache aujourd'hui, moi je ne vais pas m'attaquer aux églises et autres, que aujourd'hui c'est par le travail que nous allons développer notre pays. Aujourd'hui, nous avons tout le monde, au lieu de travailler, les gens passent plus de temps dans des incantations. Il est temps que l'ensemble de la République se mette derrière le chef de l'État, derrière le chef du gouvernement et derrière le gouvernement dans son ensemble pour qu'on aille de l'avant. Le gouvernement doit et est en train de faire aussi des sacrifices. Il doit prendre en compte les doléances de la population et en ouvrant, en diversifiant notre économie, en permettant au monde rural d'accéder au marché et au financement, nous pensons que notre pays peut facilement et rapidement décoller pour le bonheur de tous. C'est l'engagement de notre gouvernement. Monsieur le ministre, vous venez là d'accomplir votre devoir de redevabilité. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes ouverts pour d'autres discussions. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis avec autant d'attention. Nous recevions pour vous ce soir Christian Mwando Ntimba, il est ministre d'État en charge du plan. Avec lui, nous avons parlé du climat des affaires, de la promotion, des investissements. Nous avons également parlé de la coopération multilatérale et bilatérale. Vous avez suivi également les perspectives qu'il a présentées pour les mois à venir. Nous nous retrouvons très prochainement pour d'autres discussions, un autre plateau de redevabilité avec un autre membre du gouvernement. Bonsoir chez vous.